Ces cheveux-là qu'on rajoute aujourd'hui deviennent un critère esthétique. Un critère esthétique à partir duquel on définit sa capacité à s'intégrer dans un milieu. Mais d'où vient ce fantasme? Il faut se souvenir que au début des années 70, vers la fin des années 60, les bateaux qui arrivaient à Dakar et qu'on peut retrouver dans un très grand film de Djibril Diop Mambéty, Yen, ces bateaux-là ramenaient des magazines. Et ces magazines étaient vendus au kilo et tapissaient les cases dans les villages les plus reculés. Donc le modèle esthétique que ces femmes avaient, même si elles n'étaient pas allées à l'école, c'était le modèle aux cheveux, et cheveux qui tombent. Il y a un deuxième facteur, c'est que dans la forte révolution des années 1900, 1912, 1918, aux États-Unis, il y a eu un canon de beauté qui faisait de ce qu'on appelait les cheveux défrisés. Donc cette génération de femmes, aujourd'hui qui a les 60, 60 ans, 65 ans, cette génération aussi quelque part, étant allée à l'école, a défrisé ses cheveux. Il y a peut-être trois influences. Il y a des influences locales, de certaines ethnies comme chez les Peuls, qui ont des cheveux qui tombent et qui sont une référence dans le domaine de la beauté. Mais cette référence dans le domaine de la beauté poussait les autres jeunes filles d'autres ethnies à acheter du beurre une fois que le lait caillé des Peuls était écrémé, et ce beurre, ils le mettaient dans les cheveux pour que ça pousse. Et l'islam est venu renforcer cette vision du canon de beauté à partir des cheveux en décrivant les Hurul Aini comme des femmes extrêmement belles avec des cheveux qui tombent. Donc ces cheveux qui tombent là sont aujourd'hui une référence. Mais ce mythe de la beauté est un mythe aussi que nous avons emprunté pour les générations de 90 à 2017 aux telenovelas. Parce que les modèles des telenovelas nous ont proposé des modèles brésiliens, des modèles indiens. Et ces modèles-là, le plus souvent, sont des modèles avec un visage qui n'est pas un visage africain, qui pousse à la dépigmentation, à la recherche de la peau claire, d'où le fameux proverbe des Wolofs qui disent « Jigen day khess ». Il y a aussi les Indiens qui ont une stratégie commerciale extrêmement forte. Aujourd'hui, dans des villages les plus reculés du Ndiambour, on retrouve des femmes indiennes qui vendent des produits qui font pousser les cheveux. Mais quel est le mécanisme? Le mécanisme, c'est qu'ils nous ont donné des modèles à partir des telenovelas, et ces modèles-là ont été acceptés. Une fois que la référence est acceptée sociologiquement, on y va. Le réseau commercial qu'il y a derrière est un réseau aussi qui surfe sur les désirs inconscients. Du coup, on se réclame africaine, on réclame la peau noire, on oublie que le fait de défriser les cheveux ou de faire du rajout, c'est une réponse à ceux qui parlaient de rire banania et de cheveux crépus. C'est-à-dire refuser de porter des cheveux crépus, faire des rajouts, c'est être comme l'autre. Être comme le modèle aux yeux verts, le modèle aux cheveux qui tombent. Donc il y a un complexe, conscient ou inconscient, et il y a un désir aussi des femmes occidentalisées à être comme le modèle occidental. Et le modèle occidental, c'est le modèle grec. Donc on a aujourd'hui, vraiment en 2017, toutes ces influences-là, l'influence de la femme arabe, qui est la femme parfaite par excellence, l'influence de cette Mauresque qui vient de la Mauritanie, qui de tout temps a eu un contact avec nous, qui s'est établie au Sénégal et qui laissait tomber ses cheveux. Donc, je pense que ce sont ces influences-là qui expliquent aujourd'hui cette tendance que nous avons à obéir à l'industrie de la publicité. Parce que les cheveux qui tombent vont avec la peau claire. Donc du coup, l'investissement fait pour la publicité conditionne mentalement les gens. Mais culturellement, on a vraiment des références. Dans nos contes traditionnels, les femmes les plus belles étaient aussi des femmes qui avaient une dentition bien alignée, des cheveux qui tombaient ou bien qui étaient bien tressés. Mais je pense que nous devons quand même nous ressaisir et comprendre que le modèle fondamental, c'est le modèle avec des tresses. Parce que les tresses à partir des cheveux, ce sont ce qu'on appelle les signalétiques de l'appartenance au groupe ethnique ou au village. Lorsqu'une femme arrivait dans une cour, de la façon dont elle était tressée, on savait quel était son statut. Est-ce qu'elle était vierge, est-ce qu'elle ne l'était pas? Lorsqu'un jeune garçon ou une jeune fille arrivait dans un village, on savait quel était son nom de famille à partir du type de tresse qu'elle avait.
Donc, on ne mettait pas de mug, de map ou de ngouka de manière désintéressée. C'était un code et un langage. Ce langage étant aujourd'hui perdu, l'universalisation fait que nous voulons ressembler à l'Occident parce que tout ce qui renvoie à l'Afrique est considéré comme quelque chose de sauvage, quelque chose de rétrograde. Donc le modèle occidental étant le modèle entre guillemets parfait, le modèle arabe étant le modèle entre guillemets parfait, pourquoi ne pas aller vers Hélène? Parce que c'est Hélène qui est le modèle aux cheveux longs. La dépigmentation, quand même, a eu plusieurs causes. Mais c'est vrai que quand nous avons des femmes qui sont des modèles publics dans les médias, qui sont des modèles adulés et qui manifestent la dépigmentation comme atout, cela a forcément des conséquences sur certaines jeunes filles. Il est tout à fait normal aussi de constater que les premiers modèles de Miss Sénégal, que ce soit Miss Thioro-Thiam aux dernières Miss, étaient des Miss à peau noire. Donc ce n'est pas un modèle socialement accepté. Mais la société des Drianké, des grandes dames des années 70 aux années 80, était une société de khessal. Et le khessal était un mode opératoire comme la présence de l'efféminé, qu'on appelle Gordigen, à côté de la Drianké, étaient les modèles de signalisation de pouvoir social. Donc le khessal est parti de là. Maintenant, le relais médiatique aujourd'hui est un relais extrêmement aggravant. Quand les modèles publics sont des modèles qui vantent le khessal, la dépigmentation a, je pense, un coût. Mais ce coût social-là, il est compris par les publicitaires. Et c'est pourquoi, quand ils ont lancé la grande campagne de publicité Respect, des structures auxquelles nous appartenons ont lancé le grand modèle Nul Coucou en réponse. Donc, il y a cette tentative, toujours le commerce est derrière. Il ne faut pas oublier que derrière la manipulation esthétique, il y a l'industrie de la beauté. Et cette industrie-là, ne sachant pas composer avec la peau noire, doit chercher une peau intermédiaire pour laquelle les produits conçus dans les pays exportateurs peuvent marcher. Et ça ne marche pas avec la peau noire. Donc comme ça marche avec la peau blanche, il faut que la peau soit blanchie. Et il n'y a pas expressément un produit pour blanchir la peau. Il y a des produits pour soigner la peau, pour soigner les acnés. Et ces produits-là sont détournés. Et je pense que l'effort que fait une femme pour être belle vient aussi de toutes ces blagues que nous avons autour de la femme blanche, la femme belle, la femme peule, la femme, etc., etc. Mais il est temps que les gens se ressaisissent et qu'ils comprennent que, comme le disait le vénéré Serigne Touba, s'il y a quelque chose qui permet à l'œil de voir, c'est le noir. Donc il n'y a rien de plus beau que le noir. Mais il ajoutait que si le noir peut voir, c'est qu'il est tenu par le blanc. Le monde est beau quand il est peint en noir et blanc.